Bonjour, nous sommes le 6 décembre 2024. Bon, le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas, mais enfin bref. Ici, la journée se passe bien pour le mois de décembre. Bon, il n'y a rien de spécial, simplement qu'on a de la nébulosité, comme à l'accoutumée. Et sachez que bon, on est déjà le 6. Et le 21, on passe voilà, de ce mois-ci en hiver. Donc on arrive, c'est la fin de l'automne. C'est la fin de l'automne. Bon, les arbres sont à nu, bon, les feuillages sont brunâtres. Ils étaient passés de jaunâtre, de verdâtre, jaunâtre à brunâtre. Maintenant, ils sont tous au sol. Brunâtre, bon, elles sont mortes, elles vont se renouveler, les feuilles. Alors, c'est le moment aussi de faire des élagages. Voilà, euh, des arbres. Les arbres, bon, c'est plus facile. Tout est à vue d'œil, tout est à nu, tout est à vue d'œil. La découpe, bon, on n'est pas embêté par les feuillages. Donc celui qui sait couper des arbres, enfin des branches d'arbres, qui sont, je veux dire par exemple des arbres, des branches d'arbres qui sont dangereuses pour, voilà, votre propriété ou votre ou un passage ou voir euh, un sentier, voire un bois, dans les bois, hein, les sentiers dans les bois, etc. Tout ce qui est passage, voilà, d'être humain, ben, je veux dire, il faut élaguer pour éviter que ça tombe sur la tête. Voilà, donc il faut faire un nettoyage des bois, un entretien. Un bois, ça s'entretient. Un bois, ça s'entretient. Alors bien sûr, on ne laisse pas traîner les branches d'arbres coupées. Il y a des machines qui permettent de pulvériser en poudre euh, les copeaux de bois, hein. On va dire ça comme ça. Alors bien sûr, faire attention aussi tout ce qui est trottoir, etc. Parce que quand vous avez fait un élagage des arbres, bien, pensez bien sûr à bien nettoyer, par exemple, les passages, hein, pour éviter qu'il y en ait un qui, qui glisse, ou voilà, qui puisse attaquer une personne ou l'autre en votre défaveur, enfin, qui puisse vous attaquer en justice en votre défaveur. Pourquoi? Parce que je veux dire, vous n'avez pas vous avez peut-être entretenu ce qu'il fallait, mais vous n'avez pas pris les précautions pour faire le nettoyage, voilà, du passage. Trottoir, ruelle, peu importe. Voilà, ceci étant dit, je vais voir ici, euh, non pas le calcul des amortissements, mais les amortissements. Parce qu'avant de faire du calcul d'amortissement, ben, il faut savoir ce que c'est qu'un amortissement. C'est la moindre des choses. C'est pour ça que, comme dans tout, avant voilà, de voir en quoi ressort, je veux dire, les traitements internes aux amortissements, ben, avant toute chose, il faut quand même savoir ce que c'est et comment on les manipule et qu'est-ce qu'il existe comme type d'amortissement. On va dire ça comme ça. Alors, je vais écrire la définition parce qu'elle est très très importante. Très très importante. Alors, l'amortissement, comment pourrait-on la définir? Amortissement. L'amortissement. Alors, l'amortissement, c'est quoi? De quoi? Tout d'abord, il faut se poser les bonnes questions. Les amortissements de quoi? Sur quoi? Sur base de quoi? Quand est-ce qu'on fait un amortissement? Dans quel domaine pratique-t-on l'amortissement? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Donc, l'amortissement, c'est tout simplement une écriture comptable. Et une écriture comptable, alors, qui dit écriture, les écritures ne sont pas faites pour, je veux dire, les écritures sont là pour justement en tant que, voilà, caractère d'enregistrement, hein. Donc, je dirais ici, c'est un enregistrement. L'amortissement est une écriture comptable, type enregistrement, hein. C'est un enregistrement comptable, type enregistrement. Donc, on va enregistrer une écriture comptable. Euh, de quoi? Eh bien, justement, c'est une perte de valeur. C'est une perte de valeur. Ce qu'on appelle
communément une dépréciation d'une valeur. Mais le problème, c'est quelle valeur? C'est ça qu'il faut savoir. Et voilà. Donc, on va dire que l'amortissement est une écriture comptable de type enregistrement. Donc, ça va s'enregistrer, voilà, dans des documents comptables, voilà, que vous connaissez. Hein, il y a différents types d'enregistrement. Voilà. Généralement, on a des documents informatisés. Je vous l'ai dit, hein, on travaille soit avec des spreadsheets, soit avec voilà, des logiciels spécifiques de comptabilité tels qu'on retrouve dans les ERP ou dans, ouais, par exemple, je vais citer un logiciel qui est Ciel. Voilà, le logiciel Ciel est un logiciel comptable qui permet de faire de la comptabilité pour les petites et voilà, les petites et moyennes entreprises. Maintenant, les grosses entreprises utilisent des ERP où on peut faire de la, voilà, des enregistrements comptables voilà, dans des ERP. Voilà, qui sont des grosses bases de données pour lesquelles, bon, il y a un module, il y a des modules qui permettent, voilà, le calcul d'amortissement, qui permettent, bon, le calcul d'amortissement, il peut se faire avec un petit logiciel, hein. Il n'y a pas besoin d'un ERP pour calculer l'amortissement. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais disons qu'il existe des logiciels tout faits pour la comptabilité. Et j'en ai cité un, c'est Ciel. Voilà, Ciel. Alors, qui doit s'utiliser en version, je veux dire, non pas bêta, parce qu'en bêta, vous perdez, voilà, beaucoup de fonctions. Comme dans tout, hein. Quand vous utilisez du bêta, ben, je veux dire, vous perdez. Ben, on ne sait pas fortement utiliser le bêta. En ce qui me concerne, quand il s'agit du bêta, ça ne m'intéresse pas. Bon, généralement, je n'aime pas trop le bêta, donc je l'achète. Je l'achète parce que on a plus de fonctionnalités. Voilà, c'est normal parce que vous avez acquis voilà, le progiciel ou le logiciel, donc il vous donne toutes les fonctionnalités qui vont avec le logiciel ou le progiciel. Donc ici, moi, quand c'est du bêta, je n'aime pas trop parce que on est limité. Il y a on veut faire certaines choses, on n'arrive pas. Et donc, je veux dire, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, l'usage du ciel bêta n'est pas, je veux dire, quelque chose d'intéressant. Voilà. Le mieux, c'est de lâcher. Ouais, il faut mettre le prix. Voilà. Donc, un amortissement, comme je l'ai dit, c'est un enregistrement comptable. On va dire de la perte, c'est une question de valeur, hein, de la perte de valeur, ou, comme je l'ai dit, ce qu'on appelle la dépréciation. Alors, attention aux mots, hein, parce que bon, c'est pas. Les mots font la qualité, je veux dire, de la définition, fait, je veux dire, voilà, on va dire, ce qui est la notion théorique palpable du mot. Du mot. Alors, ici, le mot, c'est le mot de vocabulaire, c'est amortissement. Amortissement. Et donc, il faut essayer de le toucher, voilà, que ce mot de vocabulaire soit le plus palpable possible, le plus, voilà, perceptible possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien mettre les mots qui vont entourer le mot amortissement. Voilà. Et donc, les mots qui intéressent, enfin, qui on va dire, tentent de bien définir le mot amortissement, mais les voici, et c'est pas encore terminé. Parce que quand je dis que l'amortissement, c'est une écriture comptable, on est d'accord, de type enregistrement, ou si vous voulez, c'est un enregistrement comptable, de la perte ou de la dépréciation, de quoi? De quoi? Bien sûr, dépréciation d'une valeur, mais de quoi? D'une valeur de quoi? Et c'est ça qui est fondamental ici, à savoir, c'est d'une valeur immobilisée. C'est d'une valeur immobilisée. Voilà. Et donc, il faut savoir ce que c'est que les immobilisés. Parce que si vous ne savez pas c'est quoi en comptabilité les immobilisés, c'est un petit peu embêtant de vouloir amortir. Maintenant, c'est vrai que quand il y a des exercices de comptabilité ou si vous travaillez, on sait qu'est-ce qu'on va amortir. Hein. On va amortir un bien de type mobilier, immobilier, matériel roulant. Voilà. Donc, on sait plus ou moins, je veux dire, ce que c'est, de par les exercices, de par ce qu'on sait, ce qu'on doit amortir, mais il faut faire attention parce que il faut savoir ce que c'est qu'une valeur immobilisée. Voilà. Donc c'est la dépréciation d'une valeur immobilisée.
Alors, pourquoi faut-il le pourquoi faut-il le faire? Alors, donc, ici, je suis en train de faire la définition, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'amortissement? Alors, pourquoi le fait-on? Dans le qu'est-ce que c'est que l'amortissement, je dis que je définis un petit peu ce que c'est, puisque qu'est-ce que c'est que l'amortissement? Je définis ce que c'est. C'est une écriture d'enregistrement comptable, voilà, qui enregistre quoi? Mais la perte de valeur ou la dépréciation de valeur de quoi? D'une valeur immobilisée. Mais pourquoi fait-on ça? Ben, tout simplement euh, par suite d'une, on va dire, euh, si ça perd de la valeur, c'est qu'il y a une raison. Voilà, par suite, on va dire, d'une usure, on va dire d'usure, ou on peut dire de vieillissement. Tout ce qui vieillit perd de la valeur, je vous le dis tout de suite. De vieillissement. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un vieillissement? Ben, je veux dire, vous aurez compris qu'il y a une notion fondamentale qui se cache derrière, c'est le temps. Quand le temps passe, ben, tout vieillit. Hein. Bon, tout ce qui est, je veux dire, tout objet, voire tout être vivant, tout être vivant ou tout objet, ben, subit les aléas du temps, de la temporalité, voilà, le temps passe et les cellules vieillissent chez l'être humain et les véhicules, bon, sont subis, voilà, au vieillissement. Alors maintenant, par exemple, j'ai pris ici un véhicule, mais bon, j'avais en tête un véhicule. Un véhicule, par exemple, quand peut-il s'user? Ben, quand vous roulez, ça c'est de facto. Une imprimante, quand elle peut s'user, ben, quand vous l'utilisez. Maintenant, si vous n'utilisez pas, que vous la rangez quelque part, elle peut un petit peu vieillir. Hein. Je veux dire, une voiture, normalement, c'est fait pour rouler, c'est pas fait pour le mettre de côté. Même si 30 ans après, il y en a qui ils arrivent à faire démarrer voilà, des machines ou des vieilles machines qui datent de 30-40 ans. Hein, pourquoi pas? En mettant un petit peu d'huile et bon, un petit peu, faisant un petit peu ce qu'il faut. Mais il y a quand même un petit vieillissement. Parce que l'humidité va prendre voilà, les parties électroniques, s'il y a des parties électroniques. Parce que, bon, s'il y a des parties électriques ou électroniques, voilà, le temps et la météo vont jouer. Quand je dis le temps, c'est temporel. Hein. Voilà, la temporalité va amener, je veux dire, à ce qu'il y ait voilà, des hivers, des étés, etc. Et donc, on aura du froid chaud. Et le froid chaud, pour l'électronique, c'est mauvais. S'il fait trop chaud, pour l'électronique, c'est mauvais. Et s'il fait trop froid, pour l'électronique, c'est mauvais. Et donc, et s'il fait humide, c'est aussi mauvais. Et donc, l'humidité peut attaquer, je veux dire, les parties électriques et les parties, voire mécaniques, parce que si vous n'utilisez pas, ben, je veux dire, ça peut rouiller aussi. Hein. Ça peut rouiller si voilà, un système est laissé, je veux dire, à l'humidité, ben, le fer, voilà, va subir les aléas de l'humidité. Et donc, on pourra trouver à droite, à gauche, voilà, de la rouille, notamment en interne, dans le moteur. Dans le moteur. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, alors qu'est-ce qu'il peut faire aussi en dehors d'une usure d'utilisation, parce que l'usure, elle provient de l'utilisation. Alors, je vous rappelle aussi qu'un corps humain, il s'use. Hein. Le vieillissement, c'est une usure aussi. Parce que, bon, un corps humain, si je prends un corps humain, mais ici, ça n'a rien à voir, parce qu'on n'a pas un amortissement du corps. On ne fait pas un amortissement du corps, parce que le corps n'a pas une valeur comptable. On va dire ça comme ça. Mais un corps humain, par exemple, ben, il possède plusieurs organes dans son corps. Ben, le foie va s'user avec le temps. L'estomac va s'user avec le temps. Je veux dire, le cerveau va s'user avec le temps. Les poumons vont s'user avec le temps. Donc, tout organe est susceptible. La peau va vieillir avec le temps. Voilà, on va dire tout ce qui est susceptible de faire partie du corps humain va s'user. Voilà, les articulations vont s'user avec le temps. C'est ce qu'on appelle cette usure, c'est ce qu'on appelle aussi, bon, c'est usé parce qu'on a un vieillissement. Ça vieillit. Bon, les cellules vieillissent. Le corps ne fonctionne pas quand on est jeune de la même manière que quand on est jeune, que quand on a un certain âge. Pourquoi? Parce que je veux dire, c'est normal, parce qu'il y a les aléas du temps. Comme je vous ai dit, le temps joue intrinsèquement
je veux dire, à le temps, la temporalité, hein, c'est le temps, la temporalité, les mois, les années, etc., font en sorte que tout être humain, vieillit, c'est évident. C'est évident. Et donc, pour voilà, les valeurs immobilisées, c'est la même chose. Alors, maintenant, on va se dire qu'une valeur immobilisée, si vous achetez une voiture, c'est fait pour l'utiliser. Hein. Vous n'avez pas laissé une voiture dans le garage pendant 20 ans et ne pas l'utiliser. Il n'y a aucun intérêt. Voilà. Le but d'une voiture, c'est de vous aider à vous déplacer. Si vous mettez une voiture dans le garage, elle ne vous aide pas à vous déplacer. C'est juste que vous avez, voilà, je ne sais pas ce que vous allez faire dans la voiture. Vous allez faire un musée ou je ne sais pas ce que vous allez faire de la voiture. Mais disons que une voiture, bon, si vous vous roulez pas, ça ne sert à rien d'acheter une voiture que vous ne roulez pas avec. Hein, parce qu'une voiture, c'est fait pour rouler. C'est fait pour être utilisé. Si vous achetez un frigo et que vous mettez rien dedans, et que vous faites rien refroidir, il n'y a pas d'intérêt à ça. Il n'y a pas d'intérêt d'acheter un frigo. Si ce n'est que de le mettre de côté au cas où il y en a un qui tombe en panne et vous remplacez l'ancien frigo par le nouveau. Voilà. Mais pour ça, quand on achète un nouveau frigo, on l'achète pas, on prend pas ces précautions 10 ans à l'avant pour acheter un frigo. Je veux dire, on attend que le frigo tombe en panne, on essaie de le réparer, s'il n'est pas réparable, mais on en achète un nouveau, on sait en avoir un tout de suite. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ici, et si je prends des bâtiments, si vous ne chauffez pas les bâtiments, etc., si vous n'entretenez pas, vous nettoyez pas par-ci, par-là, vous allez avoir un bâtiment, je veux dire, qui n'est pas entretenu. Donc il faut le chauffer de temps en temps, mais quand il fait froid, bien sûr, retirer, aérer pour enlever voilà, l'humidité voilà, au sein de l'habitation, et ainsi de suite. Donc une habitation, ça s'entretient. Et c'est pour ça que, bon, certaines personnes qui ont des grosses habitations, bon, ont du mal parfois à entretenir toute la maison parce qu'elle est grande. Alors une petite maison, c'est facilement, on peut entretenir facilement une petite maison, mais le problème, une petite maison, on reste coincé dans des petites pièces. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, il y a le pour et le contre. On peut mettre le pour et le contre au niveau des habitations. Certains veulent une grande habitation, d'accord, mais après, avec le temps qui passe, bon, les gens prennent de l'âge et ils ne savent plus entretenir, voilà, remonter au 3e étage pour l'entretenir, ils ne savent plus, hein, parce que la maison elle est grande. Voilà, on va dire ça comme ça. Ou alors ils ne savent plus entretenir le jardin. Ils font appel à un jardinier, et ainsi de suite, parce que ça devient trop lourd. Ça devient trop lourd à entretenir. Parce qu'entretenir une habitation, c'est entretenir le jardin, l'habitation et les cours qui entourent, les éventuels cours qui entourent la maison. Voilà. Et alors, il faut tout entretenir. Hein, je vous rappelle, dans l'entretien, c'est pas que du nettoyage. C'est pas que ça. Il faut entretenir voilà, la chaudière. Les chaudières, il faut entretenir. Voilà, de temps en temps, je veux dire, il faut entretenir bon, les portes, les robinets, etc., etc. Il y a de l'entretien dans une habitation. Tant qu'il y a du dispositif voilà, de fonctionnement, robinet, interrupteur, je veux dire, lampe, etc. Bon, tout ça concourt à faire que, bon, ça demande un entretien. Ça demande un entretien. Alors certains changent complètement parfois de carrelage et ils ont envie de changer aussi voilà, l'ambiance de la maison. Donc ils vont tapisser, mettre du nouveau tapissé pour changer le décor, la décoration, vont mettre un nouveau carrelage. Voilà, et ainsi de suite. Il y en a qui vont au-delà de l'entretien, ils changent complètement la décoration. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ici, une habitation nécessite, je veux dire, voilà, aussi des entretiens, etc., etc. Bon, maintenant, j'ai pas dit que j'ai pris une habitation, mais une habitation peut se déprécier aussi. Pour quelle raison? Là, ça concerne les moins-values, les plus-values. Pourquoi? Parce que, une moins-value, parce que supposons que vous avez une habitation, l'habitation, du jour au lendemain, voilà, ils vont faire quelque chose juste à côté qui ne plaît pas aux gens, je veux dire, qu'est-ce qui va passer? L'habitation va perdre de valeur. Hein. Maintenant, s'ils font quelque chose, ils établissent à côté de domicile quelque chose de très intéressant pour l'environnement direct des citoyens, ça peut être
une plus-value pour la maison. Donc elle peut valoir plus que ce qu'elle ne valait auparavant. Voilà. Bon, je n'aime pas te parler des habitations parce que les habitations, c'est tout un commerce. Bon, je veux dire, c'est pas de la science exacte, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, les prix, ils varient tellement. Bon, s'il y a un acquéreur, tant mieux. S'il n'y a pas d'acquéreur, il diminue les prix. Voilà, et on se demande pourquoi ils diminuent les prix, parce que normalement, s'ils ont fixé un prix, ils peuvent plus ça doit être fixé tel quel. Hein. Voilà, c'est pas que certains clients vont venir voir la maison. hum, Ils vont pas pouvoir l'acheter parce qu'elle est haute. Et puis, quand le prix a diminué, les premiers clients qui sont venus voir, mais ils ont perdu, voilà, ils ont perdu une vue sur ce bien. Et d'autres, on va dire, plus, comment on appelle ça, plus, des personnes qui sont plus, je veux dire, plus chanceuses, ben, elles vont arriver au dernier moment, quand le prix a diminué, elles vont voir que le prix est bas par rapport au premier prix. Et ça, je veux dire, c'est pas normal, ça. Je veux dire, au niveau de voilà, des habitations, c'est un petit peu embêtant. Hein. Je veux dire, voilà, c'est pas comme un bic. Hein. Vous achetez un bic, le prix au magasin, il est donné. Voilà, il va pas augmenter ou diminuer, je veux dire, du jour au lendemain. Hein. C'est pas qu'on fait du marchandage. Une habitation, c'est un petit peu quelque part du marchandage, parce que, je veux dire, quand elle ne trouve pas d'acquéreur, elle diminue le prix. Normalement, s'il y a un prix qui a été fixé, au départ, c'est que c'est le prix. Or, non, il y en a qui exagèrent sur les prix. Ils mettent des prix, ils essaient d'en tirer un maximum. Bon, mais ils essaient de trouver une personne qui va donner le meilleur prix. Donc, c'est la loi de l'offre et la demande. Le problème, quand ils ont plus de, voilà, de possibilités de trouver d'acheteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils diminuent le prix. Et ça, c'est un petit peu quelque chose philosophiquement parlant, qui est, je veux dire, un petit peu choquant. C'est choquant. Vous arrivez, vous voyez une maison qui est chère, ben, vous l'achetez pas. Pourquoi? Parce qu'elle est chère. Puis, mais en fait, quelque part, elle est chère pour beaucoup de gens, parce qu'elle ne vaut pas ce prix-là, quelque part. Il y a anguille sous roche, on va dire. Et puis après, il diminue les prix. Et puis, vous n'avez perdu la vue sur cette habitation. Il y a d'autres personnes qui viennent au moment où le prix a baissé, mais ils vous achètent l'habitation parce que le prix est retombé à un prix, je veux dire, qui est un prix, je veux dire, normal. Un prix normal par rapport à l'habitat. Alors normalement, un habitat, on regarde beaucoup de choses. Hein. On regarde le nombre de mètres carrés, mais ça ne suffit pas. On regarde comment sont les voisins avant toute chose. Parce que si on vous donne une grosse habitation, que vous tombez sur des voisins, bon, ça va pas. Vous allez vite déménager, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, il faut regarder beaucoup de choses. Il faut regarder, bien sûr, s'il n'y a pas des panneaux solaires. S'il y a des panneaux solaires, c'est intéressant. Si elle est bien isolée, alors qu'il y a maintenant des classifications d'isolement. Alors, avoir un isolement parfait, bon, il faut refaire toute la maison, je vous le dis tout de suite. Mais là, bon, voilà, etc., etc. On regarde bien, on regarde s'il n'y a pas des commerces. Il y a des gens qui aiment la tranquillité, d'autres qui aiment bien de vivre, je veux dire, près d'un commerce ou autre, parce que vivre dans la tranquillité en pleine campagne, ça signifie qu'aller chercher un pain, il faut prendre la voiture et aller chercher un pain. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors que bon, quand vous habitez en ville, une boulangerie, vous en trouvez facilement. On va dire ça comme ça, tout près de chez vous. Et des commerces sont tout près de chez vous. Donc, tout dépend, je veux dire, au niveau des habitations, c'est très, je veux dire, très disparate au niveau, voilà, de ce que l'on veut. Et le tout, c'est de bien voir les voisins, si vous avez des bons voisins. Ça, c'est déjà une chose. Bon, si la maison est isolée, si il n'y a pas trop de trafic autour de chez vous, si vous n'êtes pas autour d'une société qui pollue, et tralali, tralala. Vous voyez, je veux dire, il y a 10 000 voilà, choses qui vous disent si vous êtes bien ou pas bien dans un lieu ou pas. Alors, s'il y a de la pollution, vous n'allez pas rester parce qu'il y a de la pollution, hein, je vous le dis tout de suite. S'il y a, voilà, quelle que soit la pollution, voilà, la pollution, je veux dire, la pollution atmosphérique, voire la pollution au bruit, etc. Je veux dire, si vous habitez près d'une usine qui a trop de bruit, ben, je veux dire, bon, si, il y en a qui arrivent à habiter près voilà, des rails de chemin de fer, d'autres ils n'aiment pas. Voilà, et on va dire ça comme ça. Il y en a, ils vont trouver une maison, ils vont l'acheter près des rails de chemin de fer, mais après, bon, quand ils habitent dedans, ben, ils doivent s'habituer, voilà, au passage des trains. Allez, voilà. Il y en a qui habitent près des aéroports, ils doivent s'habituer au passage d'avions. Voilà. Mais on va dire ça comme ça, mais c'est pour vous dire que une habitation, ça dépend, je veux dire, de beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères. Et un des critères fondamentaux, c'est de savoir si les voisins sont bien. Parce que ça peut créer des gros problèmes de voisinage. Le fait de ne pas avoir des voisins, je veux dire,
qui sont, je veux dire, tolérants. On va dire ça comme ça. Alors, donc, je disais, l'amortissement est une écriture comptable type enregistrement de la perte de valeur ou dépréciation d'une valeur immobilisée par suite d'usure ou de vieillissement, ou il y a encore quelque chose, hein, d'usure. Alors ici, je vais rajouter de vieillissement, virgule, parce qu'il y a quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qui fait qu'un bien peut être considéré comme vieux? Un bien peut être considéré comme vieux par rapport à, on va dire, voilà, on fait une comparaison, par comparaison. Comparaison de quoi? Mais comparaison par rapport, on va dire, aux techniques. Aux techniques. Il y en a un qui a une meilleure technique que l'autre. Et donc, on va se dire que... Alors, ça, c'est, on va dire, le progrès technique. Les progrès techniques. Alors, par exemple, vous allez acheter un logiciel. Bah, si vous travaillez avec un vieux logiciel, tant pis. Si vous travaillez maintenant avec un nouveau logiciel, dans les nouveaux logiciels, par rapport aux anciens, je veux dire, de 10 ans d'écart d'âge, ben, je veux dire, les nouveaux logiciels offrent de multiples possibilités, une multitude de possibilités que n'a pas, je veux dire, les anciens logiciels. Donc, le monde de l'informatique, effectivement, il est soumis à, je veux dire, au changement. Ça change très fort l'informatique, notamment à refaire des logiciels, enfin, de mettre à jour des logiciels. Alors, remettre à jour, c'est pas refaire tout nouveau, hein, je vous le dis tout de suite. C'est de reprendre de l'ancien, remodifier l'ancien pour en faire de quelque chose de plus exploitable. On n'efface pas tout un logiciel remise à zéro, parce que quand vous faites une recherche, les algorithmes de recherche, bon, ils sont les mêmes quasiment dans tous les logiciels. Là, ils ont été programmés une fois, il ne faut pas programmer un autre, voilà. Voilà, ils sont très bien au début, ils sont très bien à la fin, et c'est pas ça qu'ils vont changer. Ils vont changer d'autres, voilà, des dispositions, des nouvelles fonctions. Voilà, ça donne plus de possibilités. Vous pouvez, vous dire, ramener de nouveau, on va dire, greffer à votre logiciel d'autres logiciels. Voilà, alors que dans les anciens logiciels, on ne savait pas greffer des nouveaux logiciels. Voilà, et ainsi de suite. Bon, il y a toute une multitude, voilà, de choses. Et l'informatique est sujet, je veux dire, voilà, aux mises à jour, voilà, des logiciels. Et donc, vous êtes content que quand vous avez un logiciel, voilà, de votre époque, contrairement à avoir un logiciel d'il y a 5 ans ou 10 ans. Donc, l'informatique est sujet, je veux dire, au progrès, au progrès de la technique. Donc, une dépréciation d'une valeur immobilisée par la suite d'usure, de vieillissement ou de progrès technique. Alors, quand une machine dans une industrie, bon, si on va dire elle peut être obsolète, bon, elle n'intéresse plus, parce que je veux dire, il y a peut-être des machines que vous allez acheter comparativement à votre machine que vous avez, peut-être qu'elle travaille plus vite. Elle travaille plus vite, elle a plus de rendement, elle tombe moins en panne. Euh, elle permet plus de fonctionnalités, et ainsi de suite. Donc vous voyez que les progrès techniques, bon, sont là justement pour aider l'être humain à avoir moins de difficultés. Les progrès techniques, c'est ça. C'est quoi? C'est au point qu'on on essaie de ne plus faire travailler, je veux dire, l'homme, mais la machine. Alors, il fut un temps, c'était, voilà, les progrès techniques homme-machine, ce qu'on appelle l'industrialisation grâce à la machine à vapeur, qui a permis beaucoup d'énormes progrès techniques au niveau de l'industrie. Bon, on a eu des progrès techniques dans tous les domaines, hein. Progrès techniques, on en a eu, voilà, en chimie. En chimie, c'était les années 1800 étaient, je veux dire, propices, je veux dire, aux découvertes en chimie. Et on retrouve encore, voilà, beaucoup de laboratoires trouvent des molécules à notre époque pour différentes choses, pour voilà, l'amaigrissement, au niveau du poids. On perd du poids grâce à voilà, du chimique, c'est-à-dire vous prenez une molécule chimique au travers d'un médicament, vous prenez un médicament, ben, je veux dire, vous allez perdre du poids. Ou il y a des médicaments qui permettent, je veux dire, voilà, de contrecarrer certains cancers. Certains cancers. Voilà. Donc il y a des progrès techniques dans tous les domaines, en chimie, en mécanique, voilà,
dans tous les domaines. Dans l'automobile, voilà, les progrès techniques font en sorte qu'on essaie de rechercher. Comme il y a plus d'êtres humains, il y a plus de pollution. Si tout le monde utilise sa voiture, voilà, à essence ou diesel, ben, ça va, voilà, ramener trop de carbone dans l'atmosphère. Donc, on essaie de faire des techniques qui permettent de moins polluer. Moins polluer. Et donc, vous voyez que les progrès techniques, c'est fondamental. Dans tous les domaines, hein. Progrès technique, c'est avoir plus de rendement. Donc, on va faire travailler non plus, à un moment donné, c'est des machines et puis c'est des robots. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est pour ça que l'être humain va prendre de moins en moins, voilà, de part dans la partie, on va dire, travail. Parce que dans un premier temps, on a fait travailler les êtres humains, les animaux, les êtres humains. Et puis, on a moins besoin des animaux. D'ailleurs, on voit moins de chevaux qu'à l'époque. Avant, les rues étaient bondées de chevaux, étaient bondées, je veux dire, voilà, d'éléphants dans certains pays pour prendre les harpes, etc., etc., des éléphants, etc. Il y avait beaucoup d'animaux de compagnie, des animaux pour travailler. Euh, des animaux domestiques pour travailler. Voilà, les animaux travaillaient. Ils travaillaient comme alors le chameau travaille. On avait des éléphants qui pouvaient travailler aussi, qui étaient domestiqués, qui pouvaient travailler. Et voilà, il y avait des bœufs qui travaillaient dans les champs pour pouvoir voilà, faire de l'agriculture, etc., etc. Donc, et là après, bon, il est venu le tracteur, voilà, etc. Toutes des machines agricoles qui sont venues, je veux dire, alors tout ça pour exploiter la terre, bien sûr, pour exploiter beaucoup de choses. Pour exploiter beaucoup de choses. Et donc, dans les industries, bon, quand vous faites... vous avez une machine. Alors, moi, je peux vous dire que j'ai déjà vu une chose de la sorte. Il y avait 10 personnes qui étaient à l'emballage. C'était 10, bon, donc 10 ouvriers qui étaient attelés à des tâches voilà, d'emballage. Bon, ils emballaient. Voilà, il y avait le produit fini. Voilà, ils emballaient le produit fini. Eh bien, sachez que une machine a été achetée. Eh bien, cette machine-là, bon, elle a remplacé 10 personnes. Je vous le dis tout de suite. Elle a remplacé 10 personnes. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Je veux dire, même certains pays qui utilisaient beaucoup de main-d'œuvre, je pense à la Chine, ben, ils se mettent à la robotisation, voilà, à l'industrialisation robotisée, voire sur base voilà, d'intelligence artificielle. Donc, on va dire ça comme ça. Et sachez qu'avec l'intelligence artificielle, qui est un énorme progrès technique, permet énormément de choses. Hein. Bon, quand on dit intelligence artificielle, il faut le comprendre dans son, voilà, n'allez pas croire que l'intelligence artificielle, c'est de créer voilà, tout ce qu'on veut. Hein. L'intelligence artificielle, voilà. Si j'ai envie de passer dans un trou noir, je ne vais pas demander à l'intelligence artificielle de le faire, il ne saura pas le faire. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ce qui veut dire que l'intelligence artificielle a, je veux dire, ses tenants et ses aboutissants. Il ne faut pas entendre l'intelligence artificielle voilà, de faire tout et n'importe quoi. On peut envoyer des robots dans certaines, comment on appelle ça, des robots humanoïdes, parce qu'il y a robot et robot, hein, humanoïdes, on peut les envoyer dans l'espace lointain, voilà, qui seraient les premiers êtres vivants dans des astres. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais, je veux dire, ça pourrait faire en sorte de repenser le fait que l'être humain puisse aller dans d'autres planètes. On pourrait, à la place de mettre des êtres humains dans d'autres planètes, ben, placer des robots humanoïdes dans d'autres planètes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors maintenant, vous allez me dire, oui, pour aller dans une autre planète, bon, les autres planètes, ils n'ont pas de l'oxygène, parce qu'ici, on est dans une planète avec de l'atmosphère et de l'air qui possède voilà, de l'oxygène, et l'être humain possède des poumons pour respirer cet air. Ben, s'il va dans une autre planète, ben, là, il faudrait penser à créer des poumons. Par exemple, si c'est une planète à hydrogène, penser des poumons qui convertissent voilà, l'hydrogène en oxygène. Ou plutôt créer un poumon à hydrogène. Voilà, voilà, un poumon chimique qui allie l'hydrogène et l'oxygène, de telle manière à ce qu'il puisse respirer une ambiance à hydrogène tout en respirant l'oxygène. Et c'est possible.
Avec des progrès techniques, tout est possible. Voilà, donc le tout, c'est de penser un poumon extérieur qui sera adossé, je veux dire, à un être humain, non pas humanoïde, mais un vrai être humain, et de l'envoyer dans une planète où il y a de l'hydrogène. Maintenant, il faudrait faire attention juste aux radiations, etc., etc. Et là, il faudrait voir voilà, envoyer des êtres humains là où il n'y a pas, bien sûr, des planètes où il n'y a pas de radiation, des fortes températures, à la hausse ou à la baisse, voilà. Euh, mais il existe pas mal de planètes où l'être humain pourrait, je veux dire, poser pied, sans, je veux dire, sans qu'il y ait des atmosphères à air, des atmosphères à air. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc les progrès techniques permettent beaucoup de choses, beaucoup de choses. Maintenant, le progrès technique est allié à des besoins. Hein. On ne fait pas des progrès techniques, on ne crée pas des choses pour la futilité, l'inutilité. Ouais, il faut qu'il y ait des besoins. C'est les besoins qui vont tirer, je veux dire, la technique à répondre à ces besoins pour pouvoir voilà, en faire un commerce. Un commerce. Voilà. Alors, ceci étant dit, euh, il y a quelque chose qui va fortement intervenir dans l'amortissement. On peut dire qu'avec un cadre de définition tel que celui-ci, bah, il est valable. L'amortissement est une écriture comptable type enregistrement de la perte de valeur ou dépréciation d'une valeur immobilisée par suite d'usure, de vieillissement ou de progrès techniques. Alors, ce qui est le plus intéressant ici, que, comme je l'ai dit, c'est la valeur immobilisée. Voilà, et ça, je veux le voir. Alors, qu'est-ce qu'on a quand on a un amortissement? Ben, on a un montant. On a un montant, parce que c'est basé sur un montant. Donc une valeur. Alors, ce montant, il faut l'amortir. C'est-à-dire, on va faire un calcul d'amortissement. Il faut savoir quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte pour déterminer le montant à amortir. Alors, le montant de départ, il y a un montant de départ, hein, il y a toujours un montant de départ qu'on veut amortir. C'est ce qu'on appelle la valeur initiale. La valeur initiale. Celui-ci, bon, vous avez compris que la valeur initiale, il ne s'amortit pas. C'est la valeur initiale, c'est la valeur initiale. Hein. C'est la valeur de départ. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle valeur initiale. Alors, généralement, on l'appelle V0. Valeur initiale, V0. Voilà. Et donc, pour calculer l'amortissement, ben, il faut cette valeur de départ, V0, qui est, si vous voulez, le prix d'acquisition de quoi? De la valeur immobilisée. La valeur immobilisée. Donc, le montant de départ, c'est, on va dire, là, le prix d'acquisition ou la valeur d'acquisition, le prix d'acquisition de la valeur immobilisée, c'est-à-dire de l'immobilisation. Voilà, c'est ça. C'est une valeur immobilisée, je vous rappelle ça. Alors, qu'est-ce qui va jouer ensuite? Ben, c'est le prix de départ et c'est la temporalité. La temporalité. Parce que c'est une question de temporalité. Je l'ai bien dit dans un vieillissement, ensuite d'usure, de vieillissement, perte de valeur ou dépréciation, par suite d'usure, de vieillissement ou de progrès technique. Mais ici, bon, ici, si je considère qu'il y a une usure ou un vieillissement, mais c'est la temporalité qui va jouer. C'est la temporalité qui va jouer. Donc, c'est-à-dire que il y a d'office une durée. On a un montant de départ, on aura une durée. Une durée de quoi? Ben, d'utilisation. C'est une durée d'utilisation qu'on a. Voilà, donc on a
Oui, attention, que je dis durée d'utilisation, c'est pas bon ce que je raconte. C'est pas bon, c'est pas une durée d'utilisation parce qu'on ne la connaît pas. Quand vous l'achetez, vous ne la connaissez pas la durée d'utilisation. Donc c'est une durée probable d'utilisation, probable. C'est une durée probable d'utilisation. Parce que quand vous achetez le bien, vous allez l'amortir, mais vous ne savez pas combien de temps vous allez utiliser. Mais vous basez sur une durée probable. Quel est le temps? Voilà, un temps, voilà. Je vais même mettre TP. Durée, c'est une durée probable. Alors, on a toujours euh, une valeur qu'on espère récupérer. Voilà. Alors, la valeur qu'on espère récupérer, bien sûr, c'est la valeur résiduelle. Ah, voilà, par exemple, si c'est annuel ou mensuel, vous comptez espérer, voilà, récupérer une certaine valeur. C'est la valeur résiduelle. Alors, attention, encore une fois, c'est une valeur résiduelle probable. Il ne faut pas compter que vous allez avoir cette valeur-là en vrai. Voilà, c'est basé sur des estimations. C'est une valeur voilà, calculée, c'est probable. C'est une valeur résiduelle probable. Qui est bien sûr le montant qu'on espère récupérer. Qu'on appelle valeur résiduelle ici. Valeur résiduelle. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a commence à avoir quelques paramètres qui interviennent. Et bien sûr, il y a la répartition entre les exercices d'utilisation. C'est la quote-part. Donc on a la répartition. Répartition que je dirais entre les exercices. Bien sûr, les exercices probables d'utilisation. Hein. Et j'appelle ça une quote-part. J'appelle ça une quote-part. C'est une quote-part. Voilà. Donc vous voyez que pour définir un amortissement, enfin je m'excuse, pour avoir les paramètres d'un amortissement, ben, il en faut 4. Hein. V0, TP, VR et QP. Alors, quels sont les types d'amortissement? Alors le but de la vidéo ici, c'est pas de calculer, je l'ai calculé en aparté chacune voilà, des méthodes. Alors, quels sont les types d'amortissement? Alors le premier qui est le plus simple, c'est l'amortissement linéaire. Voilà, l'amortissement linéaire classique. On a toujours la même quote-part. Voilà, pour tous les temps créés, on a toujours la même quote-part. Donc on a ce qu'on appelle l'amortissement linéaire, en classique. On a l'amortissement qui est un amortissement au prorata du mode d'utilisation. Au prorata
du mois d'utilisation qu'on appelle prorata temporis. Prorata temporis. Alors, à côté de cela, il y a toute une panoplie d'amortissements. Bon, il y a l'amortissement dégressif, progressif. Donc, il y a l'amortissement voilà, dégressif il diminue et progressif il augmente. Mais je verrai comment voilà, ça se passe pour comment c'est pris en compte. Il y a l'amortissement, on va dire, proportionnel à l'utilisation. L'amortissement selon les circonstances économiques. Voilà. Et on peut avoir des amortissements avec dire des opérations qui se font entre eux et qui viennent dire contrecarrer voilà l'amortissement. Par exemple, je pense à l'amortissement avec cession. Amortissement. Ce que j'ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus avec une cession, c'est-à-dire une vente qui venait casser l'amortissement, la structure d'amortissement. Vous faites un amortissement linéaire classique. Supposons que vous avez 400 000 sur 4 ans. 400 000 sur 4 ans, ben vous faites 400 000 divisé par 4, ça fait 100 000 par année. 100 000 par année. Ben, ça fait la première année 100 000, la deuxième année 100 000, la troisième 100 000, la quatrième 100 000. Ben maintenant, si au niveau de la première, enfin au niveau de la deuxième année, troisième année ou quatrième année, vous revendez, ben, l'écriture comptable est différente. Hein. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose qui est venu interférer. L'amortissement, c'est une vente, que j'appelle une cession. Amortissement avec cession à un moment donné. À un moment donné, il y a une cession, il y a une vente. Donc ça casse le calcul d'amortissement. Donc les écritures comptables vont être différentes, on va dire ça comme ça. Voilà, alors maintenant, ça c'est toutes des méthodes que je verrai. Bon, la plus facile, bien sûr, vous aurez compris que c'est l'amortissement linéaire classique. Voilà, mais attention, il faut savoir les écrire. Hein. Il faut savoir passer. Le but de la manœuvre ici, bon, calculer, savoir le calculer, c'est pour les étudiants, ils doivent savoir calculer ça manuellement. Parce que c'est vrai que les logiciels calculent tout ça. Il y a plein de logiciels qui calculent tout ça. Par exemple, ici, si je prends Excel, voilà, je prends Excel ici, je vais agrandir ici. Alors, il existe bon, des macro-commandes. Par exemple, hein, une des macro-commandes, c'est, je vais l'écrire en grand, amort deg. Amort deg. C'est l'amortissement dégressif. Hein, dégressif. Dégressif. C. Voilà. Alors, celui-là, ben, il renvoie l'amortissement correspondant à chaque période comptable. Voilà. Mais attention que c'est un amortissement dégressif. On va dire ça comme ça. Alors, il y a amort ligne, c'est un amortissement linéaire, mais avec C, ce qui signifie que là, bien sûr, c'est des fonctions. Hein. C'est des fonctions
qui calcule et vous renvoie, voilà, des valeurs. Hein. Il vous renvoie toujours une valeur parce que voilà, c'est des espèces de commandes, fonctions, c'est-à-dire une fonction vous renvoie des valeurs. Alors, ici, qu'est-ce qu'elle va renvoyer? Il renvoie l'amortissement linéaire complet d'un bien à la fin d'une période fiscale donnée. Hein. Bon, donc elle renvoie l'amortissement linéaire complet d'un bien à la fin d'une période fiscale donnée. Alors que vous avez aussi amorlin, voilà, qui lui aussi est un amortissement linéaire. Il calcule l'amortissement linéaire d'un bien pour une période donnée. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit ici, je vais montrer par exemple le cas de figure d'Amorlin. Ah, je vais utiliser celui-là. Alors, l'Amorlin, il nécessite trois paramètres d'entrée. Donc, on a Amorlin. Alors, normalement, il faut rentrer trois paramètres. 1, 2, 3. Normalement, il faut une valeur initiale que j'appelle V0 ou VI. Vous pouvez l'appeler VI. Hein. Prix d'acquisition de l'immobilisation. VI. Bon, il faudra une durée probable d'utilisation. Voilà. Et puis une valeur résiduelle. Et là, il va vous donner la quote-part. Donc, il va vous donner la quote-part. Alors, c'est-à-dire que si je mets, par exemple, 400 000, avec une valeur résiduelle de 0, ben, et si je mets ça en 4 ans, donc le temps, c'est 4 ans, temps de la période, durée de la période, 4 ans, valeur initiale, 400 000 et valeur résiduelle 0. Et maintenant, il va me donner la quote-part. Alors, pour avoir la quote-part, c'est 400 000 divisé par 4. 400 000 divisé par 4. Donc, la quote-part, avec une valeur résiduelle de 0, ça fait 100 000. Voilà. Alors maintenant, si je calcule toujours la même chose, l'instant, mais avec une valeur résiduelle différente de 0. Je vais mettre toujours TP, la durée 4 ans, valeur initiale, je vais toujours mettre 400 000. Voilà, valeur résiduelle, je vais mettre 100. 100. Voilà, et là, la quote-part va être calculée de la façon suivante. 400. Alors, cette valeur résiduelle, il faut la diviser par 4 aussi. Hein. Ça fait 20. Et on va voir 400 divisé par 4, moins 20. C'est-à-dire qu'on va voir 100, 100, moins 20, 100 000. Voilà, 9000. 99 980. Bon, on va faire ça. Je vais faire par Excel. Alors, normalement, ici, je dois rentrer je vais regarder. Ici, c'est normalement, c'est la valeur résiduelle. Ici, c'est la période. Et ici, c'est la valeur initiale. Bon, on va commencer. On va chercher Amorlin égale Amorlin.
ligne. Alors, le coût, sa valeur initiale, c'est, je vais mettre 400 000. Alors, point virgule, la valeur résiduelle, je vais mettre 0. Et la durée, je vais mettre 4 ans. Bon, ici, une petite erreur. Bon, parce qu'il faut l'agrandir. Voilà, ça fait 100 000. Et c'est bien ce que j'avais dit, avec une valeur résiduelle. Voilà, le calcul, ici, de la quote-part fait 100 000. La quote-part ici, elle fait 100 000. Donc, vous voyez bien le calcul, comment il s'est fait. C'est juste une division par, on fait simplement, si vous voulez une formule, dans ce cas-ci où la valeur résiduelle égale 0, une formule donnée, c'est la valeur initiale qui est le coût ici, dans ce cas-ci, ils appellent ça le coût, divisé par la durée, la période, voilà, la durée qui est voilà, divisée par TP, et vous avez directement voilà, la quote-part. Et ça, c'est pour une valeur résiduelle nulle. Bon, maintenant, je vais regarder pour le second, avec une valeur résiduelle de... J'ai mis une valeur résiduelle de 100. Donc, je fais la même chose. A, mort, ligne, 400 000. 1, 2, 3. Point virgule, valeur résiduelle de 100. Point virgule, sur 4 ans. Voilà, c'est 99 975. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur dans mon calcul? À mon avis, 100 divisé par 4, oui, c'est 25, c'est pas 20. Hein. Bon, j'ai fait une erreur dans mon calcul, c'est 25. Donc ici, c'est 25. Là, c'est 25. Et là, c'est 75. Voilà, et là, tout est bon. 99 975. Alors, une formule à ça, on va mettre que QP est égal à valeur initiale moins VR, voilà, moins VR, divisé par 4. Et là, c'est comme si on avait VI divisé par 4 moins VR divisé par 4. Voilà. Donc, le QP, c'est VI moins VR. Et là, vous allez voir, ici, regardez bien. Là, je vais mettre un montant. Voilà, qui est le, on va dire le montant de départ, qui est valeur initiale. Initiale. La valeur initiale. La durée, ou la période. Probable de, je veux dire, de la durée probable hein, d'utilisation, qui est la période. Alors ici je vais mettre la valeur résiduelle. Ici bien sûr c'est valeur initiale, valeur résiduelle. Et je calcule ici la quote-part pour chaque période. Voilà. Donc ici je vais mettre un montant. Je vais mettre un montant, par exemple, je vais mettre 500 000. Période 5 ans. Valeur résiduelle 15. Par contre ici, il faut que je mette voilà, je vais mettre 500 000. Et là, je vais faire mon calcul. Je vais faire c'est égal
à la valeur initiale moins la valeur résiduelle, le tout divisé par 5. Voilà. Et là, maintenant, je vais chercher la formule. Amorlin égale Amorlin de cette cellule, point virgule, la période c'est 5. Non, c'est d'abord la valeur résiduelle. Ensuite la période. Voilà, et je ferme. Et voilà, 9997. Alors, je peux changer à ma guise. Voilà, je vais mettre 450 000. Voilà, période 7 ans. Voilà, 250 en valeur résiduelle. Ah, par contre, ici, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Des 8, des 10. Ah ouais, divisé par la cellule qui est celle-ci. Voilà. Et donc, là, je vais mettre sur 12 années. Voilà, sur 13 ans. Valeur résiduelle 400. Voilà, ici, je vais mettre 20. Voilà, c'est toujours la même chose. Voilà. Et donc, vous voyez, l'amortissement va jouer sur, on va dire, une écriture comptable de type enregistrement de la perte ou de valeur. Bon, ça c'est que le calcul. Hein. Je vous rappelle que les logiciels font les calculs, hein. Sauf les étudiants. Les étudiants peuvent le faire à la machine à calculer s'ils savent le faire. Voilà, on sait le faire avec une machine à calculer scientifique. Ils peuvent le faire avec leur ordinateur chez eux à la maison. Voilà, mais dans un examen, à mon avis, ça doit être fait, je veux dire, en manuel. Peut pas avoir d'ordinateur. Voilà, je ne sais pas s'il peut utiliser une machine scientifique. Ça, c'est pour les étudiants. Mais quelqu'un qui travaille, il introduit les données. Hein. Il introduit les données, et voilà. Il ressort les chiffres, comme on dit. Lui, il va calculer la cote-part en introduisant les données. Hein. Il ne va pas faire ça en manuel, hein, je le dis tout de suite. Sauf s'il n'a pas d'ordinateur à sa possession ou des choses comme ça. Alors, bien sûr, ici, je vous ai dit, c'est une perte d'immobilisation. Une perte de valeur ou de dépréciation d'une valeur immobilisée. Alors, immobilisé, bien sûr, dans les immobilisés, les postes immobilisés, vous retrouvez, bien sûr, le compte des immobilisés. Peut-être un instant, je vais agrandir. Voilà. Les immobilisés, ben, vous avez le 20. Le 20, c'est un immobilisé. Frais d'établissement. Donc, si je descends au 20, le poste 20, 17, voilà, frais d'établissement. Vous voyez, actif immobilisé, créance à plus d'un an. Ouais, donc ici, vous voyez, frais d'établissement, c'est, voilà, on va dire, une immobilisation. Hein. Et ça, je vous rappelle, ça sert à quoi? Bon, le frais d'établissement, ça va pouvoir commencer à produire une entreprise, supporte des frais à fond perdu. Hein. Avant de pouvoir commencer à produire, une entreprise supporte des frais à fond perdu. Par exemple, si je pense à certains frais, ben, les frais pour la constitution de la société, c'est des frais à fond perdu. Des études de marché aussi, ben, c'est des frais à fond perdu. Et ces dépenses-là, ben, ça s'appelle des frais d'établissement. Elles sont généralement engagées en une fois au cours d'un exercice. Bon, on pourrait les voir à première vue, les considérer comme des charges exceptionnelles. Mais comme le but de ces dépenses étant le lancement ou un nouvel essor de l'entreprise, c'est-à-dire une augmentation de capital, il serait, on va dire, illogique de les faire supporter par le seul exercice au cours duquel ils ont été engagés. Hein. En plus de ça, il s'agit d'un investissement, c'est-à-dire d'un emploi destiné à assurer la production. Et quand je dis qu'il s'agit d'un investissement, c'est-à-dire d'un emploi destiné à assurer la production de ce que la loi admet, en permettant de ranger les frais d'établissement
parmi les actifs immobilisés, à amortir sur plusieurs années. Voilà, à amortir sur plusieurs années. Alors, les frais d'établissement constituent un actif fictif, c'est-à-dire sans valeur réelle, qui devra être pris progressivement en charge par le compte de résultat. Progressivement. Donc vous voyez qu'ici, sur le poste 20, je peux faire voilà, un amortissement sur le poste 20. Alors, sans compter ah, les frais immobilisés, immobilisés, ça vous aurez compris que je peux. Bon, les immobilisations corporelles et incorporelles, je peux faire des. Voilà. Donc on peut faire des amortissements sur les frais d'établissement, sur installation, machine, outillage, sur terrain et construction, sur immobilisation incorporelle. Voilà, sur des frais de recherche, on peut faire des amortissements aussi. Voilà. Sur les frais d'établissement, je viens de vous le dire, on peut faire des amortissements. Des immobilisations incorporelles. Sur terrain et construction, on peut faire des amortissements. Installation, machine, outillage, on peut faire des amortissements. Mobilier, matériel roulant, on peut faire des amortissements. Immobilisation détenue en location, financement, pourquoi pas, on pourra en faire. Hein. On pourra en faire aussi. Bon, maintenant, quel est l'intérêt d'un amortissement? On va pas faire un amortissement pour un bien qui coûte 500 euros. Je vous le dis tout de suite. Bon, ça, on fait ça. Voilà. On fait pas ça pour des petites valeurs. Hein. Voilà. Bien sûr, il faut prendre en compte la valeur du bien qui doit être quand même conséquente. On va pas prendre une entreprise, va pas faire un amortissement pour tout et n'importe quoi, pour quelque chose qui coûte 500 euros. Ça, elle va l'acheter directement. Hein. Elle va l'acheter, elle va pas l'amortir dessus. Elle va prendre une imprimante. Elle va acheter une imprimante, elle va pas faire un amortissement sur une imprimante. Hein. Est-ce qu'il y a un intérêt de faire un amortissement sur une imprimante? Tout dépend combien coûte l'imprimante justement. S'il va chercher une imprimante qui coûte sur le marché 80 euros, je ne sais pas pourquoi il devrait faire un amortissement sur 80 euros. Par contre, s'il va chercher une imprimante laser, qui coûterait par exemple 3000 euros, là il peut se permettre de faire un amortissement sur plusieurs années. Pourquoi pas? Et donc il connaît sa valeur, hein, la valeur comptable de son imprimante. Bon, pour 80 euros, vous allez me dire, quel est l'intérêt de faire ça? L'imprimante, elle tombe en panne, on rachète une nouvelle, c'est pas un problème. Alors, il y a certaines choses qui sont prises en compte, bien sûr, par les assurances. Hein. C'est comme un petit peu la même chose. Si vous avez qu'une imprimante qui a été prise voilà, qui a été pris dans l'eau, vous n'avez pas assuré 80 euros. Il n'y a aucun intérêt de faire ça. On s'assure. On va racheter une nouvelle machine, c'est tout. On ne va pas faire courir une assurance et faire tous les frais pour quelque chose qui coûte 80 euros. On fait intervenir une assurance pour quelque chose qui est conséquent. Alors qu'est-ce qu'on appelle conséquent? C'est relatif. Hein. Si vous estimez que pour vous, 500 euros c'est conséquent, ben vous faites intervenir l'assurance. Si maintenant vous considérez que, bon, 500 euros, vous pouvez les faire intervenir de par votre... si vous avez le droit, hein, de faire intervenir l'assurance, mais si maintenant vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas, je veux dire, c'est de votre ressort, mais je veux dire, une machine que vous achetez en imprimante 80 euros, vous n'allez pas l'amortir de tout de suite. Il n'y a aucun intérêt d'amortir une machine à 80 euros, surtout pour une société. Bon, il y a quand même beaucoup de flux financiers qui passent dans une société, ils sont capables d'acheter beaucoup de choses qui coûtent, bon, pas tous, mais il y a des sociétés qui sont capables d'acheter des... Voilà, il y a de l'argent qui tourne, et donc ils sont capables d'acheter des machines plus chères que ce qu'on a chez soi à la maison. Parce qu'il y a de l'argent qui tourne dans une société. Voilà, il y a des entrées-sorties. Il y a des entrées-sorties, mais on espère qu'il y ait plus d'entrées que de sorties. Voilà, pour faire des gains dans l'entreprise. Et donc, ils peuvent se permettre d'acheter des machines et de faire tourner l'outil d'exploitation voilà, de leur outil d'exploitation qui leur permettent d'avoir des gains. Des gains. Donc, comme je dis, on ne va pas amortir des petites choses. Hein. On va amortir des choses qui coûtent beaucoup plus cher. Qu'est-ce qui est plus cher? Ça, c'est relatif. Chacun voit... chacun va voir à sa façon et à sa guise pour mieux répondre à ses desiderata, comme on dit.
Et donc, on va amortir, comme je vous ai dit, ben, tout ce qui est immobilisé, immobilisation. Et donc, les immobilisations, on retrouve dans le 20. Hein. C'est dans le 20. Je vous remercie.